Alors bonsoir et bienvenue au centre de l'universalité. C'est François Payotte qui est heureux de vous accueillir au nom du centre de l'universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je dois vous rappeler tout d'abord que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi à 20 heures, vendredi prochain, et aura pour titre Le Retour du Christ. Qu'à l'achat de votre billet aujourd'hui pour cette prochaine conférence, vous pouvez avoir la première partie de la présente conférence gratuitement enregistrée sur cassette. Rappelle également qu'il ne reste plus de place pour le séminaire sur l'organisation pour le succès donné par Daniel pour les dates suivantes, le 11, 12 et 13 mai. Il n'y a plus de place. Il reste encore quelques places pour celui du 25 mai. Donc les personnes intéressées à occuper les dernières places, vous êtes priés de voir Mario au comptoir à cassette pour vous inscrire éventuellement. Je vous rappelle que la conférence se déroule en 2 temps, 3 mouvements. Une première partie d'1 heure, suivie d'une pause d'une demi-heure. Et dans la deuxième partie, vous êtes invités à poser vos questions par écrit, à l'aide des petites feuilles et des crayons qui se trouvent dans la salle d'accueil, et de nous faire parvenir les questions ici même en avant. Je me ferai un plaisir donc d'être votre porte-parole pour cette deuxième partie d'1 heure. Alors, je pense qu'il est inutile encore de vous présenter Daniel Kemp. On l'a fait déjà 104 fois ou 105 fois depuis qu'il est en conférence ici. Vous l'entendez régulièrement les mercredis soirs, je vous le rappelle, de 11 heures jusqu'à 3 heures du matin à l'émission de Roger Drolette, Sommeil interdit. Daniel Kemp a donc enregistré plus d'une centaine de conférences. Vous pouvez vous procurer une liste de cassettes de tous ces sujets également au kiosque à cassettes. Alors, il me reste à accueillir maintenant Monsieur Daniel Kemp. Alors, Daniel, tout à l'heure, avant qu'on commence, on était toute une table là et on parlait des grands mouvements dans le monde, les mouvements contemporains, qui sont partis d'un élan généreux et qui ont voulu changer le monde ou changer les conditions de la société. Et on faisait allusion au mouvement des années 60, des hippies, mouvement qui par la bonté avait essayé de changer les conditions, les structures de la société, et mouvement qui avait avorté ainsi même que le mouvement qui a suivi par la suite dans les années 68, qui était un peu plus révolutionnaire, un peu plus axé sur le changement par la force, et qui a été également récupéré par les structures en place. Et on en venait à la conclusion que c'était peut-être là où ils avaient, là où ils avaient avorté leur mouvement, c'était peut-être dans un manque d'efficacité à même l'organisation. Ces mouvements-là n'étaient pas structurés, il n'y avait pas d'organisation. Alors la personne avec qui je parlais me disait, mais vous autres ici, est-ce que vous avez l'intention de changer la société et est-ce que vous êtes structurés pour le faire? Alors c'est cette question-là que je vais te poser pour commencer, en parlant du centre d'universalité. Normalement, les questions du centre, il faut voir Mario. Et en ce qui concerne peut-être ton travail ou ton action au centre d'universalité. Bon, premièrement, on pourrait parler de CIP, des mouvements qui ont suivi, des mouvements qui ont précédé. Et de prime abord, on peut prendre note ou on peut constater que l'être humain est désorganisé, mais non pas seulement comme résultat, mais aussi comme action. Ce que je veux dire, c'est que l'être humain, il est désorganisé par quelqu'un. Alors, je ne veux pas simplement dire que l'être humain est désorganisé. Ça, c'est l'effet. Mais la cause, c'est qu'il est désorganisé. C'est pourquoi il est désorganisé dans l'effet. Tu vois la nuance. L'être humain, il y a quelque chose qui empêche l'être humain d'être organisé. Et il y a quelque chose qui rend intelligent le fait qu'on empêche l'humain de s'organiser. Le mouvement hippie, même s'il aurait été organisé, c'est-à-dire que le mouvement hippie, s'il aurait été totalement organisé, aurait réussi. Mais vu qu'il n'avait pas à réussir, il a été désorganisé. Et ce mécanisme est visible et constatable dans l'échelle de l'évolution humaine, dans n'importe quel temps, un peu partout sur la planète, où on peut constater que l'être humain vit un élan, vit une évolution au niveau sociétaire, au niveau de groupement, au niveau moral, arrive à une apothéose, et suite à cela, se dirige lentement vers une décadence pour finir par retrouver, disons, la grandeur ou l'importance qu'il avait au début.
Si l'on parle de différentes nations, est-ce que le Portugal était organisé? Oui. Alors il a monté jusqu'à temps qu'il a disparu. L'Espagne, même chose. L'Italie, avec Rome, même chose. La Perse, la Macédoine, la Chine. On peut citer à peu près toutes les nations de l'Antiquité. Ils ont presque tous eu leur moment d'apothéose et leur moment de décadence. Ils ont voulu imposer leur changement Ils par ont voulu la changer force. le monde. Oui. Alors tu me demandes si le but du Centre de l'universalité, c'est de changer le monde. Alors, si on regarde tous ceux qui ont essayé de changer le monde, ils ont été changés par le monde. Les Romains se sont empoisonnés par le fait qu'ils buvaient dans des coupes de plomb. Et il y a toujours une petite chose. J'ai déjà expliqué comment le nazisme, comment le Troisième Reich avait été détruit par le fait qu'Adolf Hitler avait pris des médicaments pour dormir et qu'il avait donné l'ordre de ne pas se faire réveiller. Et là, lors du débarquement de Normandie, on avait besoin des troupes de Panzer, c'est-à-dire les chars d'assaut allemands, pour refouler les Alliés vers l'océan. Et pour déplacer la division de Panzer, il fallait l'autorisation du Führer. Et celui-ci dormait. Et on ne pouvait pas le réveiller. Alors, les nazis ont perdu la guerre. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que tu descends. Et c'est la même chose chez l'être humain. On parle d'une nation, on parle d'une collectivité, on parle d'une morale, on parle d'un groupement. Mais on peut aussi parler de chaque être humain, qui arrive toujours à un moment dans sa vie à une apothéose pour après cela suivre une décadence. En prenant l'organisation ou au niveau du plan matériel, au niveau du plan physique. L'être humain vient au monde, alors il y a une structure organisatrice au niveau cellulaire qui fait que la division cellulaire va se spécialiser là où elle doit être spécialisée et tout va s'orchestrer de façon à créer un être humain qui pourra grandir jusqu'à un moment donné où il atteint son apothéose. Il pourra peut-être garder un laps de temps à son apothéose et suite à cela, il vivra une décadence physique. Il en est de même pour l'énergie vitale, de toute façon, elle est parallèle au vécu physique. Psychologiquement, c'est le même phénomène. L'enfant est fonceur, il veut découvrir, il est curieux, il est assoiffé de connaissances, il veut se risquer, il veut vivre des expériences. L'adulte commence à être plus sage, on va dire. Mais c'est pas de la sagesse, mais l'être humain appelle ça de la sagesse. Il est un peu plus pissou. Oui, il devient plus pissou, plus sage. Alors, il veut moins vivre, il essaie encore, il a encore un peu d'initiative, mais il commence à essayer de se placer. Alors, il veut commencer à se placer. Et à un moment donné, il ne veut même plus qu'on le déplace. Alors là, psychologiquement, donc astralement, il finit aussi par vivre une décadence, il n'est plus curieux, il n'est plus assoiffé de la vie, il a l'impression qu'il, de toute façon qu'il n'a pas le temps, ou il y a plusieurs mécanismes qui font qu'à un moment donné, l'être humain vit aussi une décadence au niveau psychologique. Au niveau mental, l'être humain qui a un mental naissant, qui a un intellect, peut aussi vivre ce phénomène où il perd la faculté d'être logique en vieillissant. Celui qui est mental, donc celui qui devient suffisamment nouveau pour avoir une énergie mentale qui s'auto-énergise elle-même, donc qui n'est pas régie par l'émotion, ne verra pas dans sa vieillesse une décadence mentale. Il aura la faculté de s'organiser, mais de s'organiser d'une façon qui va être désassujettie de la désorganisation évolutive de l'être humain. Alors donc, il y a une notion fondamentale au niveau de l'organisation, c'est qu'il faut comprendre que l'être humain n'a pas le droit d'être organisé. Si l'être humain avait le droit d'être organisé, Adolf Hitler aurait réussi. Napoléon aurait réussi. Tous les grands qui ont voulu changer le monde étaient suffisamment organisés, du moins plus organisés que les autres. Et c'est pourquoi une petite nation, un petit pays est toujours arrivé à s'étendre à peu près sur toute la Terre connue, ou du moins sur la moitié de la planète connue. L'Angleterre a créé les États-Unis d'Amérique, alors qu'ils sont l'un des peuples les plus nombreux sur la planète. Et l'Angleterre, c'est une toute petite île. On regarde la France qui a eu des colonies partout, on regarde le Portugal, l'Espagne, l'Italie, on regarde la majorité des petits pays. Et petits, ils sont devenus grands, que ce soit l'Allemagne aussi et d'autres. Alors, ce qui fait que ils sont organisés. Mais à un moment donné, on les désorganise. On regarde les religions, ils sont organisés. Prenons la religion catholique romaine. C'est organisé. Partout sur la planète, le plus petit des prêtres, s'il fait quelques conneries, c'est pas long que d'étage en étage, ça se sait. Alors on le change de place. Pourquoi on le change de place? C'est qu'on brise son organisation propre pour le réinstaurer dans l'organisation massive.
Alors moi, j'ai connu un prêtre à Chicoutimi, à l'abbé, pour être plus précis, qui était un peu trop nouveau. C'était un jeune prêtre, et à chaque 2 ans, on le transférait. Alors de cette façon, il perdait ses amis, il perdait ses contacts, alors il devait, s'il voulait être lui, recommencer. Et lorsqu'il avait réussi à réinstaller une espèce d'organisation qui lui permettait d'exprimer sa façon de voir l'Église, alors on le déménageait. C'était un bon prêtre parce que dans l'organisation même de l'Église, c'est qu'il dynamisait les jeunes. Mais à un moment donné, ça pouvait être dangereux parce que ça échappait au contrôle des prêtres plus âgés. Alors on le déplaçait. C'est totalement interdit à l'humain, c'est défendu, c'est un péché presque d'être organisé. Alors on va dire, tu dois faire les voies de ton père et non pas les tiennes. C'est ça. Tu pèches par orgueil, tu as tes désirs et tu veux changer le monde en fonction de ce que tu veux faire, donc de tes désirs. Et ça, c'est interdit. Pas parce que Dieu veut pas, parce que l'être humain peut pas. L'être humain ne peut pas arriver à s'organiser en fonction de lui et exclusivement de lui. Donc, une nation ne peut pas s'organiser en fonction d'elle et exclusivement d'elle. Donc, la Terre ne peut pas s'organiser exclusivement en fonction d'elle. Il y a une raison intelligente à la désorganisation de l'homme, de la femme. Il y a une raison intelligente à la désorganisation de cette planète. On parle dans d'autres endroits de désinformation. Mais qu'est-ce que c'est la désinformation sinon l'empêchement de tourner en rond? C'est-à-dire qu'en désinformant l'humain ou en l'informant avec des choses fausses ou illusoires, qui cadrent avec une réalité illusoire aussi, donc qui dynamise l'être humain dans le fait qu'il croit vivre dans un monde réel, alors qu'en réalité, il est dans un monde falsifié. Cette désinformation, elle est l'outil de la désorganisation. Pourquoi l'être humain n'est-il pas efficace? Parce qu'on lui défend d'être efficace. C'est-à-dire qu'il est manipulé de façon à ne pas pouvoir être organisé et il est manipulé de façon à ne pas pouvoir être efficace. Certaines personnes un jour vont dire ou vont écrire un livre qui dit « Je suis milliardaire, j'ai la recette, vous pouvez devenir riche ». Alors qu'ils disent « Faites de l'argent avec l'argent des autres » ou qu'ils disent « Devenez riche avec le pouvoir de votre conscience ou de votre esprit » ou etc. C'est que lui explique son vécu. Mais son vécu n'est pas la preuve que d'autres vont y arriver. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que certains êtres humains ont la faculté d'être désassujettis un peu de cette désorganisation, c'est-à-dire qu'on permet, l'intelligence qui règle cette planète permet à certains êtres humains de devenir riches, de façon à créer de l'emploi pour les autres, de façon à créer une nation qui pourra être dynamique au niveau de l'économie, de façon à pouvoir créer une nation qui aura une industrie prospère, mais non pas de façon à ce que chacun arrive à être riche. Alors, que ce soit le communisme, que ce soit le socialisme, le capitalisme, que ce soit tout ce que l'on voudra au niveau de système politique, on n'a pas de nation où chaque être humain est riche. On a de l'assistance sociale ou de la pauvreté, on a du chômage partout, ou encore de la pauvreté, on a des personnes qui vivent dans une classe pauvre, dans une classe moyenne, et dans une classe riche, et dans une classe extrêmement riche. Mais ça, quel que soit, nomme-moi une nation, nomme-moi un pays, nomme-moi un État, nomme-moi une communauté, qui s'est organisée de façon à ce que chaque être humain à l'intérieur soit organisé et riche. Il n'y en a pas. On a beau chercher, il n'y en a pas. Alors, on peut prendre l'exemple de telle communauté qui décide de réunir du monde, de se partir, donc de créer une communauté, une commune, où on a un partage égal de tous les avoirs. Mais automatiquement, on doit aussi avoir un partage égal de tout le travail. Et là, vu que l'être humain est manipulé dans sa psychologie, au niveau du partage égal des tâches, il y aura une désorganisation totale qui va se faire. Il y en aura un qui ne voudra pas. Il y en aura un qui aura la spécialité de pouvoir le faire lorsqu'il est malade, ça ne marche plus. Il y aura toujours quelque chose qui va amener la désorganisation dans cette commune. Est-ce que sur un plan cosmique, ça veut dire, ou à l'échelon collectif, là, est-ce que ça veut dire que la stabilité n'est pas permise, là, ou tout ce qui est représentatif d'un certain goût pour de la permanence n'est pas permis, que c'est la raison pour laquelle tout est déstabilisé, désinformé, désorganisé, parce que ça fait partie du mouvement de la vie. On ne peut pas englober, on ne peut pas
se cristalliser dans aucune forme sans cristalliser la vie elle-même? Sur un plan cosmique général d'abord, parce que je voudrais savoir ta position finalement. Est-ce que tu es en faveur de l'organisation ou est-ce que tu es en train de constater l'impossibilité de s'organiser et que tu vas nous donner les raisons pour lesquelles on ne peut pas s'organiser? Non, je constate que l'être humain a l'interdiction de s'organiser. Que les rares êtres humains qui ont cette permission, donc qui arrivent à s'organiser, vont même prévoir des choses imprévisibles par personne, parce qu'en fin de compte, la chose ne peut presque pas arriver. Et les choses vont quand même arriver comme cette personne les aura envisagées. Alors, ça crée toujours une déstabilité. Ça tient l'humain dans une instabilité totale, dans une désorganisation totale, et évidemment dans une désinformation totale. Maintenant, je dis aussi que l'être humain peut s'organiser, mais il a une façon d'être organisé. Et qui lui donne la permission? Tu dis qu'on n'a pas la permission, alors qui lui la donne? Alors, ce n'est pas moi qui la lui donne. C'est l'organisation qui va permettre à l'être humain de s'organiser. C'est le plan de Dieu, on pourrait dire avec les termes de l'antique religion, qui permettrait à l'être humain de s'affilier au plan de Dieu. Si tu envisages de planter des graines de blé dans le désert du Sahara, en plein milieu du désert du Sahara, il faudra que tu sois vachement organisé pour arriver à le faire parce que, comme tel, l'organisation écologique planétaire l'empêche. Et si tu arrives à le faire, il faudra aussi que tu le vendes. Il faudra que tu convainques les autres pays qui en achètent des pays producteurs que le tien peut produire. Sinon, tu auras une petite partie de blé. Et si un jour, quelque chose fera que ce blé devra mourir, tu devras encore une fois repartir à zéro. Il y a quelque chose. Premièrement, l'être humain n'est pas sur la planète Terre pour évoluer dans le sens de retourner vers Dieu au point de vue psychologique ou au point de vue de l'âme. Deuxièmement, l'être humain n'est pas sur le plan planétaire pour être en paix, parce qu'il serait en paix. Troisièmement, l'être humain n'est pas sur la planète Terre pour être libre, parce qu'il serait libre. Quatrièmement, l'être humain n'a pas le pouvoir de discerner le bien et le mal avant que ce bien ou ce mal ne soit accompli. Donc, l'être humain n'a pas la faculté de discerner le bien du mal tant qu'il ne l'a pas fait. Il a la faculté de le discerner après. Alors, ce qui fait que tous ces mécanismes font que l'être humain a l'impossibilité totale de décider de par lui-même de ce que devra être sa vie. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Alors, je résume brièvement différents points qu'on a déjà amenés. L'être humain n'a pas de libre arbitre. L'être humain n'a pas de libre arbitre parce que s'il aurait un libre arbitre, il pourrait s'organiser. Si l'être humain aurait un libre arbitre, il pourrait être riche. Si l'être humain aurait un libre arbitre, il ne vieillirait pas. Il ne serait pas malade. Il ne serait pas gros ou lorsqu'il veut être mince. Il ne serait pas naissant dans une famille pauvre s'il voudrait être naissant dans une famille riche. Il ne serait pas noir s'il veut être blanc. Il n'aurait pas d'accident parce qu'il n'en veut pas. Il gagnerait à la loterie parce qu'il veut gagner à la loterie. Il ferait tout ce qu'il veut faire. Étant donné que la liberté d'un être s'arrête, la liberté d'un autre commence, ou la liberté d'un être s'arrête, ou la liberté de l'extérieur commence, alors automatiquement l'être humain étant plus qu'un, voit son libre arbitre totalement éliminé. Le libre arbitre de l'être humain est régi par le libre arbitre de l'humanité. L'organisation d'un seul être humain est régie par ce qui est organisé ou exprimé dans l'organisation à l'échelle planétaire. Alors qu'on parle d'organisation planétaire ou de désorganisation planétaire, il faut comprendre que l'être humain ne pourra s'organiser qu'en fonction de la désorganisation planétaire. Une nation ne pourra s'organiser qu'en fonction de l'extérieur. Parce que sa liberté, donc sa possibilité d'organisation, est limitée par la désorganisation ou l'organisation extérieure. Ça, c'est un mécanisme qui est cosmique, qui est du moins planétaire, et il doit être compris par n'importe quel être humain qui tend à vouloir s'organiser ou organiser quelque chose. Tu ne peux pas organiser quelque chose à l'encontre de tout ce qui est déjà établi. Alors, ce qui fait que tu ne peux même pas amener une loi défaisant les lois. Les lois sont là, que ce soit des lois sociales, la loi du code criminel, du code civil, des lois morales qui font partie d'une loi non écrite, mais qui sont quand même régissables par un juge, par exemple. Parce qu'on a un code civil, on a un code criminel, et on a aussi une loi non écrite, qui fait partie des mœurs. Ça n'a pas besoin d'être écrit pour être condamnable ou accréditable. Ça fait partie des mœurs. Et on a aussi les lois naturelles. L'être humain ne peut pas venir et changer la loi. Cette loi devra être appliquée
Et cette loi qui empêche l'être humain de s'organiser, je parle des lois naturelles, je parle des lois sociales, je parle des lois psychologiques, je parle des lois mentales, je parle des lois planétaires, des lois cosmiques. Quelle que soit la loi, elle empêche l'humain de s'organiser. Mais lorsque l'humain connaît la loi, l'humain, grâce à la loi, va être capable de s'organiser. La loi, elle empêche toujours l'humain d'avancer, sauf l'humain qui connaît la loi. Parce qu'en fin de compte, la loi est un ramassis de désinformation permettant la création, la constitution d'un monde qui sera tellement en forme de labyrinthe qu'il obligera l'humain à ne jamais pouvoir être stable quelque part. Non seulement dans l'évolution de l'humain avance, mais le chemin bouge. Alors, pour que l'être humain puisse ne pas... Regarde ceci. Pour bien faire comprendre, pour arriver à saisir d'une façon peut-être plus facile le cheminement évolutif de l'homme, alors je prends un papier qui est la planète Terre, ou qui est encore... C'est pas vrai. Qui est le cadre d'évolution humain au niveau cosmique. Le bout de plastique noir, c'est le chemin sur lequel l'humain évolue. Et l'être humain, c'est mon doigt sur ce chemin, dans ce plan cosmique d'évolution. C'est que le chemin bouge dans un sens. C'est que l'univers cosmique de l'homme bouge dans l'autre sens. Et que l'être humain est dessus et il a le choix d'avancer, de reculer ou de rester là. Cela veut dire que si l'être humain reste sur le chemin recule. Donc, l'être humain sur ce chemin est stable. Mais le plan cosmique de l'humain avance. Alors, l'être humain est stable par rapport à son chemin, à sa religion, à sa morale, à son concept, à sa tradition, sauf que tout l'univers continue à bouger si l'être humain ne bouge pas sur le chemin. Donc, l'être humain restant stable dans sa morale, cette morale n'est plus en relation avec la réalité extérieure dans peu de temps, parce que l'univers, lui, continue à avancer. Et le chemin allant à l'inverse de notre univers, l'être humain est donc obligé d'avancer sur son chemin s'il veut arriver à suivre l'univers. Mais si l'être humain avance sur son chemin, ça veut dire qu'il devra avancer dans sa religion, dans ses concepts, dans sa morale, pour pouvoir être en harmonie avec l'univers. Cela veut dire que l'être humain ne devra pas se contenter d'être le premier fidèle de la religion, il devra monter jusqu'à la tête, ou changer de religion pour continuer à avancer au niveau de son concept, du monde dans lequel il vit. J'ai une morale, moi. Par exemple, tuer, c'est un péché mortel. Oui, mais à un moment donné, l'univers avance et elle t'amènera des êtres à tuer. Alors, si tu restes dans ce concept, tu mourras. Si tu veux avancer dans ce concept, tu devras dire, il y a des fois que peut-être qu'on peut tuer. Légitime défense. Tu viens d'avancer dans ton concept pour rester en harmonie avec l'univers. Mais ton chemin, lui, tu l'as fait reculer. Dangereux, ça. C'est dangereux, mais c'est ce qui doit être fait. Alors que l'être humain, lui, veut s'organiser à partir de son chemin, de ses concepts, de ses désirs, de sa mémoire, de sa religion, de sa tradition, de sa société. Mais l'univers dans lequel cette société et tout ce concept vit bouge. Alors l'être humain qui veut être stable à l'intérieur de ça ne peut pas être stable en relation avec l'univers. Il va être stable s'il s'enferme dans un monastère. Il va être stable apparemment s'il s'enferme dans une commune. Mais le monastère est stable à l'intérieur parce qu'à l'extérieur d'autres prêtres, parce qu'à l'extérieur une religion, parce qu'à l'extérieur des laïcs s'arrangent pour venir, disons, pour arrêter l'instabilité de l'extérieur de façon à créer la stabilité dans le monastère. Or, ce qui fait que le prêtre qui va travailler à l'extérieur ne peut plus porter sa grande redingote comme avant. Il doit s'adapter, tandis que dans le monastère, on peut rester stable. Mais il y aura du monde à l'extérieur qui s'occuperont de garder la stabilité à l'intérieur. Alors là, le chemin paraît stable, tandis que le moine ne peut plus sortir de son monastère, sinon il devra carrément retransformer tout ce qu'il a appris pour arriver à vivre. Si je dis ceci, il est possible à l'être humain, il vous est possible, de tuer un être humain tout en ne cessant pas de l'aimer. L'amour n'empêche pas de tuer. Et le fait de tuer quelqu'un n'empêche pas l'amour. Moi, je peux t'aimer, je peux te tuer et t'aimer. Et te tuer lucidement, volontairement. Je vais m'en aller tout de suite. Regardons ceci. C'est que l'être humain, lui... C'est dangereux, puis c'est difficilement défendable, ce que tu avances, là. Non, ça dépend. C'est très facilement défendable. Ben, vas-y, défends-le, parce que...
Alors, j'explique Je commence différents à principes. paranoïer, moi. Regarde ceci. Tu veux que je défende quoi? Ce phénomène ou le fait qu'on peut tuer et aimer? Ouais, ça, là. Le phénomène, ça, c'est compris, là. La stabilité, tout ça, ok, l'univers avance et tout. Parfait. Ok. Mais le fait que tu dises, je peux aimer, puis je peux tuer à la fois, etc. là. Ben, la majorité des humains aiment Je et voudrais au nom... savoir de quel amour tu parles. Je parle de l'amour intelligent. Et dangereux, celui-là. Auschwitz, c'était de l'amour intelligent Fais ta aussi. cravate. Ah, voilà, j'explique. J'explique. Ça, c'est sur les camps de concentration, c'était marqué aussi efficacité dans l'organisation, le travail rend libre, etc. C'était efficace leur affaire, c'est vrai. Jusqu'à temps que ça devienne inefficace parce que désorganisé par l'intelligence qui contrôle l'évolution humaine. Bon, de quelle façon pouvons-nous arriver à tuer quelqu'un et à l'aimer? Il est bien évident que si je te tue sans aucune raison valable, mon amour elle souffre de quelque chose, je suis tout à fait manipulé, je paranoïe moi-même ou je me prends pour quelqu'un d'autre. Par contre, si tu m'attaques, tu m'essayes dans une ruelle, tu vas absolument m'étrangler parce que j'ai expliqué ceci ce soir et que tu te défends, tu as un couteau, un revolver, je te désarme, tu reviens avec une brique, alors je suis obligé de te tuer parce que tu es complètement fou, je te tue. Mais est-ce qu'il fallait pour te tuer que je taillisse? Absolument pas. L'être humain, lui, n'arrivera pas à tuer s'il n'a pas suffisamment peur ou s'il n'haït pas suffisamment. Mais il fait le même phénomène. Mais ce qui est dangereux, c'est de justifier le meurtre pour une bonne raison intelligente. C'est ça que je trouve Non, dangereux, moi. justifier le meurtre, ça a été justifié par la peur. Légitime défense. Ça a été justifié par la haine. Problème psychologique, on peut comprendre, la personne ne récidivera pas. Bon, d'accord? Tu ne peux pas justifier un meurtre par l'intelligence. Tu ne peux pas. Mais tu as dit si j'ai une bonne raison de te tuer. Oui. Cela veut dire que si ma vie est en danger, entre me laisser tuer ou me tuer, ou te tuer et me laisser vivre, Ouais, mais ça fait une raison partie, intelligente. ça fait partie des lois de la jungle, de l'évolution. Ça, Je ne dis le pas fond du contraire, problème, je dis il est simplement là. que l'animal ou que l'humain qui se défend n'est pas obligé d'haïr celui qui le tue pour le tuer. Je dis simplement ceci. L'humain, lui, est obligé. Tu vis avec ta femme, tu ne t'entends plus. Est-ce que vous vous séparez? Non. Tu devras l'haïr pour te séparer. Parce que si tu ne l'haïs pas, tu ne pourras pas te séparer. Par contre, tu es intelligent, tu pourras dire on se sépare parce que c'est intelligent qu'on se sépare. Et voilà, c'est réglé et c'est fini. Est-ce que tu dois attendre d'haïr ta femme, de l'abattre, de l'injurier, de tout démolir, qu'elle t'haïsse, que les enfants en souffrent pour arriver à pouvoir accomplir quelque chose? Mais non. Là, c'est un divorce. Il y a une différence entre un divorce et un meurtre. Non, c'est le même phénomène. Pour tuer l'ennemi, tu dois l'haïr. D'accord? L'Américain n'ira pas tuer un Russe s'il aime le Russe, d'une façon humaine. Il devra donc l'haïr pour pouvoir accepter de se battre contre l'URSS. Et les Russes sont obligés d'haïr les Américains pour pouvoir accepter de se battre contre les Américains. Et il y a de bonnes raisons, l'un et l'autre. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce Exactement. que c'est vraiment des bonnes Mais raisons? non, le soldat, lui, n'a aucune raison d'haïr. On fait de la propagande. Parce qu'on sait très bien que si humainement il aime, il ne pourra pas tuer. Alors, on le force à haïr. Mais cette haine crée la peur chez lui. Et cette peur crée la haine chez lui. Alors, à un moment donné, il faudra qu'il vienne se battre. Ils n'auront pas le choix. Par contre, si le Russe se dit, moi, les Américains, je les haïs pas, moi, je les aime. Oui, mais les Américains vont venir chez vous et un jour, ils vont te tuer. Non, s'ils viennent chez moi, je vais me défendre et je vais les tuer. Mais en attendant, moi, je veux rien savoir. Et si les Américains pensent la même chose, pourquoi haïr le Russe? Oui, mais s'il vient te tuer, il faut que tu sois prêt à le tuer. Mais non, mais tu peux tuer même si tu l'aimes. S'il vient avec ses armes, il veut tuer tout le monde, tu le tues toi aussi. Et lorsqu'il veut plus tuer, t'arrêtes de le tuer. Tu fais pas des campagnes de punition, tu fais pas des raids de punition, parce que tu les haïs. Il faut que tu dynamises la haine. Regarde par exemple les Américains. Contre la Libye, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils ont attaqué les Libyens parce que les Libyens font du terrorisme. Mais effectivement, il n'y a rien qui empêche les Américains de faire aussi du terrorisme en Amérique, de façon à ce que les Américains haïssent assez les Libyens, qu'ils acceptent, qu'ils donnent le oui à tout le pouvoir militaire pour que celui-ci balaye la Libye. Alors, on va même prendre des Américains qui vont poser des bombes dans des pays qui vont être alliés, ou même en Amérique, de façon à tuer des alliés ou des Américains pour que les alliés et les Américains se détestent suffisamment. C'est les Libyens qui ont fait les attentats. Pour que les Américains détestent suffisamment la Libye, parce qu'ils ne pourront pas faire quelque chose d'intelligent s'ils n'haïssent pas les Libyens. Et les Libyens, qu'est-ce qu'ils font? Ben alors, ils vont eux autres aussi faire des attentats et dire que c'est les Américains qui les ont faits, de façon à ce que les Libyens haïssent suffisamment l'Amérique pour qu'il y ait de plus en plus de terroristes internationaux.
Mais si tu serais capable de tuer par l'intelligence, de tuer en aimant, tuer par l'intelligence, ça ne veut pas dire tuer par l'intellect. Il y a une maudite différence. Si toi, tu mets ma vie en danger, j'ai une raison de te tuer. Si tu ne mets pas ma vie en danger, j'ai aucune raison de te tuer. J'ai raison de défendre mes biens si tu attaques mes biens. Mais est-ce que j'ai raison de te tuer? Non. Mais est-ce que c'est nécessaire que je dynamise la haine pour assurer le fait qu'un jour, si tu m'attaques, je pourrais te tuer? Ben, c'est ce qui se passe. Alors, tu veux dire que ça, c'est pas défendable? Que ça, on peut accepter le fait qu'il faut haïr pour tuer? Non, ni l'un ni l'autre, ni avec de l'amour, ni avec de la haine. Le problème, si on tient un discours comme ceci, on peut le tenir à Granby, aux zoos, à des animaux. Mm-hmm. Et le problème, pour moi, il est dans la racine du mal, dans la violence qu'il y a dans chacun de nous. Exactement. Il n'est pas au niveau des idéologies qui s'affrontent, ça on le sait, ça dure Alors, depuis prenons toujours. une gazelle. Est-ce que la gazelle est un animal violent? Lorsque le lion l'attaque, elle se sauve, elle n'est pas violente. Ok, mais bon, ce sont des animaux, on est des animaux aussi. Puis ce qui est à extraire, c'est la racine animale en nous, là, c'est cet aspect-là. Oui, exactement. Eux autres peuvent pas faire ce qu'on fait, en parler. Toi, est-ce que tu es capable de voir un chien qui a la rage, de le tuer avec regret? Tu peux me donner tous les exemples d'animaux que tu veux. Oui, mais commençons avec l'animal. L'être humain est un animal, puis c'est la partie animale chez lui qui fait qu'il s'entretue, plus la partie psychologique qui dynamise cette tuerie. La haine, l'amour et tous ces mécanismes au niveau psychologique. L'animal, tu le vois, il vient d'attaquer un enfant. À regret, tu le tues parce qu'il est un danger. Tu l'aimes et tu le tues. Est-ce qu'il faudra que tu t'attendes d'haïr ton chien pour le tuer? Alors, il va avoir le temps d'en bouffer du monde. Mais ton chien qui a la rage, tu vois déjà au niveau mécanique qu'il est un danger pour la vie. Alors, parce que tu le vois. Mais je ne parle pas de faire une campagne contre tous les animaux qui ont la rage dans la forêt. Ils ne sont pas des dangers pour la vie. Le chien, lui, si tu l'attaques, il va se défendre. Il ne t'haït pas. Il se défend et c'est l'instinct. Et si l'être humain en était réduit à cet instinct, il ne ferait même pas la guerre. Mais l'être humain, lui, peut haïr. L'être humain peut dynamiser. Parce que la haine et l'amour psychologique chez l'humain, c'est la même chose. L'être humain haït, et lorsqu'il ne s'entend plus, il finit par haïr ce qu'il aime, parce qu'il ne pourra pas s'en séparer s'il ne transmute pas son amour en haine. Et la religion va dire, si vous haïssez, transmutez cette haine en amour. Mais c'est retransmuable en haine à un moment donné. Alors, ce n'est pas le mécanisme. Moi, ce que je te dis simplement, c'est que je ne dis pas de tuer par amour. Je ne dis pas de tuer par intelligence. Je dis que le fait de tuer n'empêche pas l'amour. Qui est tout à fait différent. À part peut-être dans l'euthanasie, je vois pas où, moi. Bon, ben l'euthanasie, on pourrait déjà le dire, et tu me dirais, ben oui, mais l'infirmière qui décide qu'elle tue. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne comprends pas. Tu agis voilà, simplement, c'est que tu as une crainte, une peur. Tu déformes un peu. Regarde ce que je veux dire. Le fait que quelqu'un t'attaque, pour te défendre, il faudra que tu l'haïsses. Humainement parlant, oui. Si tu vas-tu cesser de parler d'attaquer, puis de tuer, puis de se défendre, puis de peur, puis d'agressivité, puis de défense? On va-tu parler du problème de la violence qui est à l'intérieur de nous? Elle est où, cette violence-là? Bon, premièrement, ce que tu demandes, c'est de désinformer. Non, d'aller dans les racines, là. Non, on peut aller dans les racines et on va se rendre compte, d'ailleurs, je peux y aller, aucun problème, je vais y aller, on va se rendre compte qu'en fin de compte, tu vas me dire, oui, mais ça va changer quoi de savoir ça? Rien. Parce que c'est une question vibratoire chez l'humain. Mais toi, si tu changes, ça change quoi dans l'humanité? Rien. Parce que l'humanité va vouloir te démolir. Alors, si toi, tu changes et tu te laisses tuer, ça valait même pas la peine que tu changes. Il faudra donc à un moment donné que tu changes et que tu aies la faculté de rester en vie. Est-ce que ça veut dire d'aller tuer ceux qui peuvent t'attaquer? Non. Ça veut dire de te défendre lorsque tu es attaqué? Oui. Et quelle que soit l'attaque, que ce soit une attaque verbale, une attaque en justice, quel que soit le phénomène. On est bien obligé puisque c'est des lois qui prédominent justement à cause de notre animalité. Voilà. Exactement. Okay. Mais ces lois vont continuer à prédominer tant que planétairement parlant. Dans combien d'années, crois-tu, dans combien de dizaines d'années, toute l'humanité va être tout à fait changée pour ne plus avoir à se battre? Dans combien de dizaines d'années? Quand il ne restera plus qu'un survivant. Bon. Alors, donc, dans 100 ans, dans 1000 ans. Mais ça ne se compte pas sur le doigt de la main. Je suis d'accord que ça ne peut pas se faire instantanément, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut exclure la racine du problème. Non, on va revenir sur la racine du problème. D'ailleurs, c'est ce qui empêche l'être humain de s'organiser. Ça fait partie de la racine du problème. Si tu dis que dans 100 ans ou dans 1000 ans, l'humanité entière va être capable de comprendre l'intelligence de la paix,
Cela veut dire qu'entre-temps, il faudra que certains humains la comprennent, l'intelligence de la paix. Si un humain la comprend, l'intelligence de la paix en Union soviétique, ben on le descend, on l'envoie d'un step. Or, cet humain, s'il la comprend, il devra créer un mécanisme autour de lui pour rester lui-même. Donc, il devra entrevoir le fait d'être attaqué. Ici, il se dit, oui, mais je ne veux plus en entendre parler. Pas de problème, il va simplement se faire tuer parce qu'il vit dans une réalité qui n'est pas réelle. Donc, il vit désinformé. Il croit que la paix peut exister sur la planète Terre, tandis que cette paix, présentement, n'est pas existentielle. Elle n'est que potentielle, mais elle n'est pas là. Alors, si elle n'est pas là, la personne, elle doit apprendre. C'est comme de dire... Bon, alors toi, tu me donnes deux choix. Tu me dis, est-ce que tu préfères être tué par la haine des hommes ou bien par l'amour de Dieu, tu sais? Non. Bah oui. Ah oui. Je préfère ne pas avoir affaire à de la violence continuelle. Je voudrais savoir ne pas avoir. où est le problème et est-ce qu'on peut le solutionner? Est-ce qu'on peut seulement voir qu'il y a une solution à ce problème-là, mais fondamentale? Fondamentalement, oui, c'est l'évolution de l'humanité et on en a déjà parlé souvent. De toute façon, il faudra que les humains qui veulent s'entretuer aient la possibilité de s'entretuer parce que de toute façon, ils en ont besoin. Alors, donc, ça, c'est une solution fondamentale qui est à l'échelle planétaire, qui a été prophétisée depuis des milliers d'années et on en connaît une partie de l'ébauche. Bon, ça, c'est la solution fondamentale chez l'humain. Parce que tu n'arriveras pas à transformer l'humain qui est paranoïa. Celui qui te dit « tout le monde m'en veut ». Alors toi, tu viens, je vais t'expliquer. Tu veux me tuer? Non, je veux t'aider. Floyd tue. Il est paranoïa. Tu ne peux pas l'approcher, il ne veut rien savoir. Du moment qu'un être humain lève le doigt, il veut l'agresser. Alors toi, tu as beau dire, je ne crois pas à ça, moi, je vais aller l'aider. Tu rentres chez lui, tu manges une claque en plein visage, il a peur. Il y a des nations qui sont comme ça. Et je ne parle pas, il y a l'Amérique qui est comme ça. Il y a l'URSS qui est comme ça, il y en a un paquet qui sont comme ça. D'ailleurs, la majorité des nations sont comme ça. Oui, mais le problème, il est pas collectif, il est collectif dans ses retombées, mais il est individuel par la peur, la sécurité. Le problème, il est individuel, mais collectif dans ses retombées. Si c'est individuel, il va se solutionner individuellement. S'il se solutionne individuellement, ça va dire qu'un jour, un individu aura la solution. Dans un monde qui n'a pas la solution. Cela veut dire que cet individu devra donc vivre dans un monde qui a peur, dans un monde paranoïa. Ça veut dire que lorsque l'individu commence à vouloir dire ou changer des choses, il devient une raison de peur pour les autres qui sont sur leur chemin et qui ne veulent pas bouger. Cela veut dire que ou on va le crucifier, ou on va le tuer, ou on va le condamner, ou on va dire c'est une secte, faut pas y aller, ou on va lui mettre un paquet d'amendes, on va faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il monte là-dedans. Donc, il sera attaqué par ceux qu'il veut aider. Mais s'il est capable d'aimer, il comprendra que les autres l'attaquent et il pourra quand même travailler avec eux autres. Mais d'une façon qui sera en résonance avec le vécu exprimé des autres. Cela veut dire qu'à travers tout cela, lui, il accepte totalement qu'un être humain ne comprenne pas. Il accepte, aussi qu'un être humain dise de lui qu'il est un blasphémateur. Il accepte que l'être humain dise que c'est un trou de cul. Mais même s'il accepte tout cela, il ne pourra pas haïr cet humain, parce qu'il va comprendre. D'accord? Il est capable d'accepter les pires calomnies sur son dos en aimant cet humain quand même, parce qu'il comprend le mécanisme. Et si l'humain décide de venir le tuer, il pourra aussi comprendre. Ça se comprend qu'un humain vienne te tuer, dans certains états. Alors il essaiera de s'ajuster à l'humain pour que l'humain ne vienne pas le tuer. Il essaiera par la parole de le désarmer. Il essaiera par le physique de le désarmer. Et il le tuera s'il n'y a rien à faire. Alors, il ne s'en va pas porte en porte ou il ne va pas agresser comme l'être humain le fait, comme l'être piscéen le fait. Alors, il ne va pas tuer au nom de Dieu. Il ne va pas tuer ou mourir au nom de Dieu. Ça ne regarde rien. Mais il est capable de comprendre que la haine existe à l'extérieur et cette haine ne crée pas chez lui la haine. Alors, il n'a pas besoin d'haïr pour se défendre de la haine. Il est capable d'aimer ceux qui l'haïssent. Même s'il les aime, il est capable d'essayer d'instruire ces humains à ne pas haïr. Même s'il les aime, il est capable d'instruire l'humain à ne pas tuer l'autre, ou à ne pas tuer un oiseau, ou à ne pas tuer un animal, ou à ne pas polluer l'air. Parce que c'est le même mécanisme pour un être intelligent. Et même s'il aime, il est capable de faire une campagne anti-pollution, même si que l'être humain n'est pas capable de la comprendre. Mais il n'ira pas tuer ceux qui polluent, ça n'a rien à voir. Mais si à un moment donné, on veut directement s'attaquer à lui, il saura se placer pour rester en vie. D'accord. Et il n'a pas besoin d'haïr pour rester en vie. C'est ce que je veux dire.
Ça ne veut pas dire qu'au nom de ton comprends ça. intelligence, tu en vas tuer du monde. Tu n'es pas intelligent, tu es stupide. Tu es intellectuel. Tu crois avoir l'intelligence et au nom de Dieu. Non. Quand tu fais quelque chose au nom de Dieu, ouais, fais-le pas pantoute. Que ce soit mourir au nom de Dieu, ou tuer au nom de Dieu, ou sauver au nom de Dieu. Moi, je ne sauve pas au nom de Dieu. Je ne sauve personne de toute façon. Je fais un travail en mon nom. Mais en mon nom, je suis capable d'aimer même ceux qui m'haïssent. Parce que j'ai ce potentiel vibratoire pour le faire. Alors, je dis que on parle de désorganisation, on parle de désinformation. L'être humain pense qu'il doit haïr pour tuer. Tu ne peux pas tuer ce que tu aimes. Alors, tu devras donc t'arranger pour l'haïr. Mais la haine nécessite la peur. Parce que tu haïs lorsque tu as peur. Et la peur entraîne la haine qui entraîne la peur. Et où est le problème fondamental? C'est que l'être humain haït parce qu'il a peur et il a peur parce qu'il haït. L'être humain haït l'inconnu. Il veut tuer l'inconnu. Il veut tout savoir, il veut tout connaître de façon à tuer l'inconnu. Alors il haït l'inconnu, il en a peur de l'inconnu. Il a donc peur de tout ce qu'il ne connaît pas. Il a aussi peur des Russes, il a aussi peur des Américains, il a peur de tout. Pourquoi? Pour rien. Mais pourquoi? Parce que c'est obligatoire que l'être humain, dans sa facette d'évolution, soit obligé, parce qu'il n'a pas la capacité vibratoire, de voir l'intelligence de ce qui se passe au niveau évolutif sur la planète. Alors on le désinforme, on le désorganise, c'est-à-dire qu'on l'organise. Et un être qui se fait organiser est toujours un être désorganisé. Ça va de soi. Tu te fais organiser dans la vie, c'est parce que tu es désorganisé. Donc, tu as eu une confrontation avec une puissance plus organisée. Même si elle est désorganisée, elle est plus organisée que ta désorganisation. Alors, l'être humain ne peut pas, tant que l'être humain n'a pas compris l'intelligence de ce qu'il fout sur la planète, il ne peut pas, planétairement, nationalement, politiquement ou individuellement, familièrement, arriver à s'organiser. Alors, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation, oui, fondamentalement, mais le gros problème, c'est que qui va éduquer? C'est ça le problème. C'est un problème d'éducation, donc il faut des éducateurs, mais il faut éduquer les éducateurs. Pour éduquer les éducateurs, il faut des éducateurs qui éduqueront les éducateurs. D'où ils vont venir, ceux-là, à un moment donné. Qui va oser créer la poule en même temps que l'œuf? Alors, c'est sûr que c'est un problème d'éducation. On ne peut pas le régler. On ne peut pas le régler, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élèves suffisamment énergisés, suffisamment vibratoires pour être éduqués. Et cet élève va s'éduquer lui-même. Alors, où il est l'éducateur, puis où il est celui qui sera éduqué, c'est la même chose. Qui acceptera un jour d'être la poule et l'œuf, d'être l'éducateur et l'éduqué? Un être humain qui, à un moment donné, arrivera à se prendre en main. Pour se prendre en main, il devra être organisé. Alors, vache, on commence. C'est pour ça que l'être humain n'arrive pas, mais il y a une solution. Il devra arriver à s'organiser, mais il y a un mécanisme que l'on sait très bien, que l'on peut regarder, par exemple, encore une fois, dans les monastères, quelle que soit la religion. Ces personnages fonctionnent parce qu'ils ont l'air organisés. Ils ne sont pas organisés, ils sont programmés. Donc, il y a un moyen que l'être humain arrive à être organisé s'il accepte de se programmer. L'ego, l'astral, la psychologie, le contexte mémoriel font chez l'être humain que celui-ci veut organiser l'extérieur. Mais ce mécanisme n'a pas l'avantage, n'a pas la faculté d'organiser l'extérieur parce qu'il n'est pas en relation vibratoire avec le présent. Alors, toute organisation qui vient de l'ego, toute organisation générée par les mémoires, toute organisation créée par l'astral ne peut qu'aboutir à l'apocalypse à un moment donné parce qu'elle s'organise au niveau du passé et tant que le présent est similaire à ce passé, son organisation fit. Mais quand le présent change plus rapidement, ou à long terme, ou à un moment donné, radicalement, l'organisation qu'il avait ne peut plus fitter. Alors, l'être humain s'organise avec les enfants d'1 an, 2 ans, il donne les biberons, il fait jusque-là. Mais lorsque l'enfant a 6 ans, il doit réorganiser sa vie. Et lorsque l'enfant a 10 ans, il doit réorganiser. Et lorsque l'enfant a 11, il doit réorganiser. Et lorsque l'enfant veut lâcher l'école, il doit réorganiser. Et lorsqu'il arrive à sa ménopause ou à son andropause, il doit réorganiser. Et lorsqu'il perd son travail, il doit réorganiser. Et lorsque toujours, il doit réorganiser. Donc, il doit arriver à créer, à être suffisamment vibratoire chez lui pour pouvoir toucher une organisation qui est en résonance avec la vie. Donc, une organisation qui est en résonance avec la réalité. Donc, une organisation désorganisationnelle qui lui permet d'être totalement organisé avec la vie parce que dans ses mémoires, il est totalement désorganisé. Cela veut dire que celui qui est totalement organisé ne peut pas exprimer une structure organisée.
pour celui qui n'est pas organisé autrement que dans ses mémoires. Cela veut dire que moi, j'ai fait quelque chose et tu vas dire, comment tu fais pour toujours être au bon moment, à la bonne place au bon moment? As-tu une organisation? J'écoute la vie. J'ai une organisation ou une programmation qui permet à mon mental d'être en accord avec la vie. Ce qui fait que cosmiquement, je deviens organisé. Ce qui fait que planétairement ou évolutivement, je deviens organisé parce que je suis en résonance avec les transformations immédiates de la vie et je ne suis plus en résonance avec le support de sécurité de ma mémoire organisatrice face à l'avenir que je ne connais pas et qui s'exprime dans un présent nouveau. Mais tu t'organises par obligation. Ça ne veut pas dire que tu es plus heureux que celui qui garde des moutons dans la montagne. C'est parce que tu es dans un contexte où tu es obligé. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait s'organiser pour être heureux. Ben, tu es obligé de t'organiser, de te réorganiser, de te réorganiser. Mais est-ce que c'est pas une prétention du moi qui veut contrôler la vie? Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance là-dedans à toujours vouloir organiser? Oui, mais c'est que l'être humain, lui, ne veut pas tout réorganiser. Il veut organiser une fois pour toutes. Organiser, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire gérer sa vie? Exactement. Ça veut dire organiser ces phénomènes. Ça veut dire ordonner pour que ça obéisse. Donc, gérer sa vie. Mais l'être humain peut arriver à organiser, à s'organiser. Mais pour cela, il devra apprendre à se programmer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nuit à l'être humain? Qu'est-ce qui empêche l'être humain, fondamentalement, de ne pas pouvoir être en amour ou d'être en résonance avec la vie? C'est-à-dire d'être tout à fait efficace avec la vie. Ce que j'appelle l'organisation. C'est l'efficacité totale et donc illimitée, immédiate avec la vie. Mais ça ne s'organise pas de l'ego. Ça ne s'organise pas des mémoires. Ça ne s'organise pas de la psychologie. Ça ne s'organise pas dans l'âme. Ça, c'est une organisation qui se fait dans la région de l'être humain, qui a la faculté de vibrer avec la vie. C'est une région qui va être mentale de prime abord, supramentale par la suite. Mais là, on ne parle même plus d'organisation. Mais allons-y par paliers. Parce que l'être humain est tout à fait désorganisé. L'être humain veut avoir un corps en santé, mais là, il doit travailler, il doit faire ceci. À un moment donné, il oublie. L'être humain veut ceci, il n'y arrive pas. Et j'expliquais la semaine dernière que l'être humain, en fin de compte, vous étiez ce que vous étiez présentement. Et est-ce que vous êtes exactement ce que vous avez voulu être? Si on s'observe point par point, 90% non. Alors, il faut comprendre ceci, c'est que l'être humain a développé une autre faculté pour suppléer à l'organisation réelle, un autre jeu de l'ego. Alors, il accepte. Mais il n'est pas question d'accepter, puis il n'est pas question d'organiser au niveau de l'ego, au niveau de la psychologie. Parce que si je ne peux pas organiser pour que j'ai de l'eau, or je vais accepter de ne pas en avoir. Je gagne un cran dans le bonheur, mais pas un cran dans l'efficacité, dans l'apparence de bonheur. Mais le bonheur n'a rien à voir avec l'efficacité. C'est-à-dire que si tu es heureux, tu n'es pas nécessairement efficace. Si tu es efficace, ton ego finira par être heureux lorsqu'il aura accepté que l'efficacité prédomine dans ce qui doit être fait. Et non pas lorsque l'efficacité... L'ego veut que l'efficacité exprime tout ce qu'il veut, lui. Mais ce qu'il veut n'est même pas en résonance ou en accord avec quoi que ce soit sur la planète. Alors évidemment, tout ce que l'ego désire ne peut pas arriver. C'est interdit, ça ne peut pas. On ne peut pas tous être riches parce que si on est tous riches, il n'y a plus personne qui doit vouloir travailler. Alors s'il n'y a plus personne qui travaille parce qu'on est tous riches, ben, il n'y a plus rien à acheter. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait rien. Tu ne peux pas acheter des bureaux, on n'en fait plus. Le gars qui faisait des bureaux est millionnaire. Tu ne peux pas acheter un char, on n'en fait plus de char. Tous les employés sont millionnaires. Tu ne peux plus rien acheter, tout le monde est millionnaire. Fait que tout le monde est pauvre. Tu peux avoir de fruits, le cultivateur ne cultive plus, il est millionnaire. Il n'y a plus personne qui fait rien, tout le monde est millionnaire. Alors ce qui fait que tout le monde ne peut pas être millionnaire. On ne peut pas permettre ça sur la planète, ça serait la décadence totale. Il faut des riches. Il faut de l'argent, il faut un pouvoir d'échange. Il faut que ça circule, tant que l'être humain n'a pas l'intelligence d'être avec la vie. Alors le gars millionnaire va dire, ben oui, moi je suis millionnaire, mais je cultive. Je prends des vacances, je fais ci, je prends mon argent, puis je la fais circuler. Je cultive. Oui, mais tu n'as pas besoin de cultiver, tu n'as rien qu'à acheter. Mais si tout le monde achète, qu'il n'y a plus personne qui fabrique, on ne peut pas. Si tu as l'intelligence de comprendre, tu peux te permettre d'être riche. C'est ça l'organisation, d'être en résonance avec ce qui se peut, et non pas vouloir toujours ce qui ne se peut pas. Et l'être humain, lui, essaie de voir, d'avoir une idée, il essaie de regarder dans l'extérieur comment elle pourrait devenir réalité, et après ça, il essaie de manipuler l'extérieur pour qu'elle accomplisse ce désir. Ça fonctionne si c'est permis par l'extérieur, ça n'a rien à voir avec l'organisation de la personne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui veut arriver à s'organiser doit apprendre à se programmer. Donc, il doit aller à la racine même de ce qui l'oblige à cet interdit de programmation, à ce qui le met en résonance avec le « ne t'organise pas ». C'est facile à comprendre. Mais c'est quoi? FM.
c'est quoi? Bon, voilà. As-tu un autre? As-tu un autre? T'es bonne. Ah, je viens de répondre. La peur chez l'humain, elle est ce qui empêche sa programmation. Cette programmation faite, il arrive à pouvoir vivre d'une façon qui va l'amener en résonance avec la vie. L'amenant en résonance avec la vie, il découvrira l'organisation face à la vie, donc l'organisation instantanée. Maintenant, l'être humain doit découvrir chez lui les fondements même qui l'empêchent d'arriver à s'organiser. Et ces fondements-là sont les fondements qui l'empêchent d'être heureux. Si l'être humain trouve, et une chance, parce que si je dirais à l'être humain, ça t'intéresse-tu d'être efficace? Il va me dire, bah, tu sais, ça t'intéresse-tu d'être heureux? Ah oui, parfait. Ben, c'est les mêmes fondements. Alors on peut donc jouer hypocritement en disant à l'être humain, découvre ce qui te rend malheureux ou ce qui t'empêche d'être heureux, et tu auras la source même de ce que tu devras programmer pour arriver à être efficace. Ce qui va automatiquement, si tu es efficace, amener du bonheur à l'ego, jusqu'au jour où il n'en aura plus besoin. L'être humain doit découvrir chez lui ces mécanismes-là, et ces mécanismes sont tous régis par la peur. Alors, si tu veux aller plus loin, ça veut dire régi par le désir. D'où est l'origine la peur? D'où origine l'insécurité? D'où origine la violence? Bon, la peur est l'origine simplement du fait que l'être humain a une mémoire. Et l'être humain a besoin de cette mémoire pour arriver à développer une énergie mentale qui le mettra en contact avec l'intelligence instantanée, l'énergie supramentale. Alors donc, en partant, même si ça a l'air pas mal vache, c'est très intelligent et utile. L'être humain accumule des mémoires. Accumulant des mémoires, l'être humain, lorsqu'il revoit pour 2 fois la même chose, il essaie automatiquement de les placer dans son même tiroir. C'est-à-dire qu'il essaie de vérifier s'il l'a déjà vu. Pourquoi? Parce que s'il l'a déjà vu, ça crée une sécurité chez lui. Alors l'être humain, lorsqu'il voit un animal dangereux, il ne le sait pas. Alors il va le voir, puis là il se fait mordre. Alors lorsqu'il le revoit, il vérifie et il sait. Sachant, il se sent sécure, il sent qu'il contrôle. Alors il va contourner l'animal. Mais lorsqu'il en voit un nouveau, il vérifie et celui-là, il ne le connaît pas. Ne le connaissant pas, il ne sait pas. Parce que l'être humain ancien n'est pas assujetti à ce savoir instantané. Donc, s'il ne l'a pas expérimenté, il ne sait pas. Alors, il peut croire. Il peut dire, il ressemble à l'autre, alors donc, il est peut-être dangereux. Il n'est pas nécessairement dangereux. On a des araignées qui le sont, des araignées qui ne le sont pas, des serpents qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, des femmes qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Ça, je veux dire. Bon. Oh, des femmes qui ne le sont pas, voyons. Mais c'est la même chose pour les hommes, alors en partant. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain, observant, il mémorise. Mémorisant, il finit par observer une chose, et là, il se dit, cette chose, je la connais, elle est sécure. Cette chose, je la connais, elle est sécure. Cette chose, alors donc, il doit attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir suffisamment de monde connu. Et là, il aura un monde connu qu'il contrôle, donc sécure, et un monde connu qu'il ne contrôle pas ou qui demande trop pour contrôler, donc un monde insécure. Alors, automatiquement, l'être humain va désirer, c'est-à-dire qu'il voudra se diriger vers le monde sécure. Alors, il va essayer de bannir l'insécurité. Alors, il va se fermer, il va se créer un monde d'illusions. On a peur de la mort, alors on parle de la vie après la mort. On dynamise un monde qui peut être réel, qui peut être faux, mais on ne veut pas savoir si c'est réel, il nous convient. Ce fait, c'est que l'être humain finit par désirer. Alors, lorsqu'il rencontre le lion, il désire ne pas le rencontrer, le lion. Il en a peur. Pourquoi cette peur? Cette peur, c'est qu'il désire ne pas voir le lion. Donc, il désire vivre un événement où il n'y aura pas de lion. Or, l'être humain désire avoir la paix, alors il désire donc que le lion ne vienne pas. L'être humain désire avoir la paix, alors il désire donc ne pas souffrir. L'être humain désire avoir la paix, alors il désire donc ne pas être tenté par le diable. L'être humain désire voir Dieu, alors il désire ne pas évoluer. L'être humain désire être riche, il désire ne pas être pauvre. Et l'être humain ancien ne peut pas s'en sortir, il a la faculté de désirer 2 choses en même temps. L'être nouveau, lui, peut désirer une chose. L'être ancien désire toujours 2 choses. L'être ancien désire être grand, donc ne pas être petit. Et la friction entre ces 2 désirs, c'est ça, cette peur. Cette peur fait que l'être humain dynamise ce désir. Mais dynamisant ce désir, il dynamise cette peur. Cette peur crée chez lui le dégoût du monde qui le force à désirer doublement. S'il n'y aurait pas de lion, je ne pourrais pas désirer ne pas rencontrer de lion. Alors je pourrais désirer la paix sans désirer ne pas voir le lion. Mais vu que le lion existe,
Dans ma mémoire, je suis obligé de désirer la paix et de désirer ne pas rencontrer le lion. Alors j'ai peur. Cette peur crée la haine du lion parce que s'il n'existerait plus, j'aurais plus besoin de désirer cela. Je désire la paix, je désire avoir la paix, je désire donc que les Russes n'attaquent pas. Mais s'il n'y aurait pas de Russes, je pourrais désirer la paix sans désirer que les Russes n'attaquent pas. Donc j'aurais un désir, comme l'être intelligent en a un, comme l'être nouveau peut le vivre. Je désirerais la paix sans avoir peur de la perdre. Je désirerais la paix sans avoir peur de la guerre. Mais étant donné que l'être humain vit deux mondes, un qu'il contrôle, ou plus ou moins, et un qu'il ne contrôle pas, il vit donc dans un monde duel. Et dans ce monde duel, il désire, si la pauvreté n'existerait pas, je pourrais désirer être riche sans désirer ne pas être pauvre. Donc, je pourrais désirer être riche sans avoir peur de la pauvreté. Donc, je pourrais désirer être riche sans avoir peur de ne pas l'être. Donc, je pourrais désirer être riche sans haïr les pauvres ou la pauvreté. Tout ça, c'est le moi. Ah oui. C'est le moi, c'est l'individualité. T'as raison, c'est pas le moi, c'est le toi. C'est le toi, c'est le moi, c'est le toi. En tout cas, c'est tout ce qui dit le mien. Le moi, c'est le moi. Oui. Ok, alors ça fait que c'est un gros problème, ça, parce que si la racine de tout ça, c'est le moi, l'ego, et qu'on est tout cela... Mais il y a une chose. Je Tout ce n'aurais qui pas fait parlé notre... comme ça il y a 200 ans parce que l'humanité n'aurait pu rien faire. Mais tout ce qui fait notre individualité, notre particularité, c'est la source de nos problèmes à ce Mais moment-là. oui, ça va de soi. Mais ça, c'est pas grave. Parce que cette source des problèmes, c'est la source du salut. Parce qu'elle permet l'identification de l'intellect. Parce qu'à force de désirer et de manquer son coup, on finit par désirer plus logiquement. Désirant plus logiquement, on crée ce corps mental. Créant ce corps mental et l'énergisant parce qu'on a peur, il finit par s'auto-libérer de ce qui l'assujettit. Alors, à un moment donné, l'être humain a un mental. Et ce mental peut programmer la psychologie, donc l'ego. Et c'est là le travail, par exemple, de la programmation de l'ego. Alors, au début, avant de t'organiser, commence par te programmer. Trouves-tu que 300 livres, c'est intelligent? Ben non. Aimerais-tu ça pouvoir courir allègrement, te sentir en santé, dormir? Ben oui. Parfait. Maintenant, es-tu prêt à faire l'effort? Ben, je le sais pas. C'est là, l'ego. Programme ce maudit ego-là. Tu as vu l'intelligence de ce que tu devais faire? Apprends maintenant à programmer cet ego-là. Et lui ne souffrira plus de te laisser le mener. Alors, tu sais pas encore, tu apparais dans organiser. C'est une programmation qui va faire que tu vas être capable, si tu sais comment te programmer, tu vas être capable d'organiser ton ego pour qu'il souffre moins ou presque plus. C'est-à-dire que tu devras faire, comme on a toujours fait, lui donner des bonbons. Alors, j'ai une personne que je commence à bien apprécier qui dit qu'on ne peut pas parler de régime amaigrissant pour le monde. Il s'en fout. Alors, j'ai trouvé la clé. Je parle de l'esthétique. T'es laide quand t'es grosse. T'es laid quand t'es gros. Veux-tu être beau? Oui, maigri. Alors là, ils veulent maigrir. Ça, c'est un bon moyen de programmer l'ego. Ils veulent pas maigrir parce qu'ils envoient l'intelligence, ils veulent maigrir pour être plus beau. C'est impeccable. Alors, il y a donc des moyens de programmer cet ego pour que les peurs fondamentales, au nombre de 10, finissent par lentement cesser d'empêcher l'humain ou cesser de vouloir que l'humain organise l'extérieur. Être organisé, c'est pas organiser l'extérieur. Être organisé, c'est être en affinité avec l'extérieur. Mais ça, c'est régi par le mental. Tu commences par te programmer. Donc, au début, il faut que tu connaisses les fins fonds de tous tes problèmes. Et par la suite, tu programmes un mode de vie qui t'est typique à toi. Ce n'est pas un mode applicable à tout le monde. À toi pour arriver à créer chez toi, chez ton ego, une attitude de vie. Une attitude que l'antique civilisation disait l'esprit, une attitude d'esprit. Une attitude qui va te permettre donc d'exprimer, de permettre à ton mental de travailler. Et l'ego accepte de le laisser libre. Et à un moment donné, il devient... Le temps que l'être humain est programmé, il apparaît comme organisé. C'est déjà une transformation radicale au niveau de sa vie. Mais à un moment donné, il va surplanter cette programmation qui apparaît comme organisation chez l'homme ancien et il va devenir organisé réellement, c'est-à-dire qu'il va devenir vivant, en affinité avec la vie. Alors, il n'a même plus à réfléchir, il va toujours faire ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui peut m'assurer que dans cette nouvelle programmation-là, c'est encore pas une fois une tentative du moi ou de l'ego, une récupération dans ce sens-là? Je pourrais te dire absolument rien, mais présentement, tu es dans cet état-là. Revenir dans le même état, ça n'empêchera pas d'essayer d'en sortir. Ça fait que fais-le, essaye-le, puis... Exactement. Essaye-le. T'es-tu bien comme que t'es? Non. Veux-tu être mieux? Oui, bon, ben essaye ça. Qu'est-ce qui me garantit que? Commence par l'essayer. De toute façon, le pire, tu revenir comme que tu étais. Mais si ça marche, ça va marcher. Ça marche. Merci, Daniel.